Bonjour chers téléspectateurs, bon vendredi à tous et à chacun, bienvenue à cette dernière livraison de la semaine de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision avec nos invités qui sont déjà installés, que nous retrouverons dans quelques instants pour débattre avec eux de l'actualité parue donc dans les principales unes de ce matin. Et justement, allons revisiter ces principales unes avec tout d'abord le journal La Nouvelle Expression qui ce matin titre sur ces appels à candidature de Paul Biya, les appels à la candidature de Paul Biya, présidentielle 2018, l'hypocrisie des appels à la candidature de Biya, les vagues déferlantes de motions de soutien qui inondent la scène politique camerounaise pour inviter le président de la République à se représenter à l'élection présidentielle, masquent mal, selon certains, les visages réels de leurs auteurs. Dossier à lire aux pages 5, 6 et 7 de la Nouvelle Expression de ce matin, avec deux tribunes principales. Tout d'abord à la page 6, la tribune de Saint-Éloi Bidoum qui fait savoir qu'en dehors des Saint-Éloïstes qui n'y étaient pas, qui n'étaient pas donc à ce meeting d'appel à candidature de Paul Biya organisé dans le Fundi, tous les autres y étaient, les marafistes de la dernière heure, les mébaraïstes purs et durs, les mbombo-dioaïstes, les sadistes, les mebengoïstes et tout comme les zongba damaïstes. Il s'agit là, selon lui, d'un ramassis d'apprentis sorciers tapis dans l'ombre, tous porteurs de la douloureuse et sincère hypocrisie ambiante dans le cadre de ces appels à candidature pour la représentation de Paul Biya à la présidentielle de 2018. Autre tribune que l'on retrouve dans ces colonnes, c'est celle d'Albert Zongan, qui s'intéresse notamment à l'appel à candidature lancé depuis le département du Ndé dans la ville de Banganté et présente M. Niad Difendi Marcel et compagnie comme des personnes qui ont enterré ou qui enterrent les institutions traditionnelles Bamileki. Le journal La Nouvelle Expression qui parle aussi de personnel de l'État et pas de salaire pour les fonctionnaires non comptés. C'est le ministre Louis-Paul Motazé qui passe à la vitesse supérieure. C'est donc la règle que devrait appliquer le ministère des Finances pour le paiement du mois de juin. Beaucoup de grincements dedans, donc en perspective, nous fait savoir le journal qui s'intéresse aussi à l'ouverture de la session parlementaire avec ses petites unes législatives et municipales, flou et petits calculs. La session parlementaire de juin s'est ouverte au moment où des observateurs craignent un report de l'élection présidentielle. Évocation à la page 8 de la Nouvelle Expression qui nous parle aussi de la crise anglophone et d'aucune perspective au niveau du Parlement puisque la session de juin 2018 qui s'est ouverte hier jeudi donc n'a pas présenté des pistes montrant le législatif prêt à aborder la question. L'œil du Sahel ce matin nous fait savoir que ça chauffe à l'université de Ngaoundéré. L'œil du Sahel qui donne la parole ce matin au recteur de cette université avec une interview fleuve à lire à la page 5 de la publication de ce matin, le recteur, le professeur Oufi Shinji Melo, qui fait savoir qu'il y a toujours des problèmes qui surgissent quand on change les habitudes. Ceci pour expliquer donc le climat social plutôt délétère en ce moment au niveau de l'université de Ngaoundéré. Plusieurs cadres de cette institution universitaire qui sont partis depuis son arrivée, plusieurs polémiques autour de sa gestion et autour d'elle-même. Des éclaircies sont apportées dans l'œil du Sahel de ce matin. Le Popoli nous parle de crise anglophone et de la médiation tentée avec Samuel Eto'o Fils qui a rencontré le ministre des enseignements secondaires qui aurait donc demandé à ce dernier d'intervenir et de parler aux jeunes des régions anglophones actuellement secouées par la crise afin que ces derniers reprennent le chemin de l'école. Et le Popoli qui croit savoir que Samuel Eto'o Fils a tout simplement jeté l'éponge et ne serait pas prêt à relever ce défi. Le soir, Tri Hebdo s'intéresse au Parlement et à titre Cavaillé rassure sur la tenue des élections. Le soir, Tri Hebdo qui fait savoir que la reprise du service au Parlement camerounais a eu lieu hier jeudi 7 juin 2018 à l'occasion à l'hémicycle de Ngoekele. Le président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Dibril, dans son discours de circonstances, a rassuré de la tenue des élections législatives dans les délais légaux. Ceci au
moment où des supputations vont bon train sur le possible renvoi des élections législatives et municipales. Le journal nous parle aussi de l'université de Ngaoundéré et du climat délétère qui prévaut de ce côté-là avec les enseignants qui menacent de boycotter les examens. Le quotidien de l'économie s'intéresse ce matin à la loi de finances 2018 et parle des dépenses stériles du surplus budgétaire alors que les secteurs productifs peinent à mobiliser les ressources pour relancer l'activité économique. L'ordonnance portant collectif budgétaire consacre une augmentation des dépenses de fonctionnement de l'État au détriment de l'investissement public. Le journal qui parle aussi de la crise anglophone, notamment à sa page 9, et parle du nord-ouest et du sud-ouest qui attendent Paul Biya. Ceci fait partie donc des propositions contenues dans le rapport de la commission Mafani Moussonga. Les populations de ce côté-là qui souhaitent voir le chef de l'État descendre et s'expliquer et parler justement à ces populations. Mutation est au tribunal ce matin avec Amatoutou Mouna qui obtient l'ouverture de la succession dans le cadre de cette affaire succession au sein de la famille Mouna. Mutation donc qui présente dans sa publication de ce vendredi les dessous du verdict controversé du tribunal de première instance de Douala Bonanjo relativement à cette affaire. Le journal parle aussi de l'Assemblée nationale et des adieux de Kavayege Dibril dans son discours d'ouverture de la session parlementaire du mois de juin. Et puis le Messager s'intéresse ce matin aux fonctionnaires. Le Messager qui titre donc parlons de salaire, de paiement des salaires pour le compte du mois de juin. Fonctionnaires, présentez vos récépissés de comptage. C'est la une donc du Messager de ce matin. Et donc pour les fonctionnaires qui sont rentrés en possession de leur salaire du mois de juin, il faudra tout simplement présenter ces récépissés de comptage. La plupart des journaux qui constatent que de nombreux fonctionnaires des grandes métropoles, notamment Douala et Yaoundé, traînent les pieds alors qu'aujourd'hui est dernier jour de la deuxième phase de ce processus de comptage des personnels, le comptage physique de ces personnels de l'État, des fonctionnaires donc, et constatant aussi que dans les régions, l'opération est allée un peu plus vite. Des fonctionnaires qui, avec un peu plus de célérité, se sont prêtés à cet exercice de comptage. Kavayege Dibril qui s'attaque aux sécessionnistes. On parle là de la crise anglophone. C'était dans le cadre de son discours d'ouverture de la session parlementaire du mois de juin. Voilà qui nous permet donc de sortir de cette visite des principales unes et de retrouver nos invités de ce vendredi sur le plateau de la tribune de la revue des grandes unes. Camille Nélé, bonjour. Éric Marcel Jomo, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bon vendredi. Bon vendredi. Et merci. Alors, on retrouve tout aussi Georges Sémé, à qui on dit bonjour. Bonjour Éric Martial, bonjour à tous les aficionados de ce programme. Wow. Je salue très chaleureusement le doyen Camille. Voilà, merci. Alors, messieurs, on commence donc avec ces appels à candidature qui reviennent de plus en plus et surtout qui sont décriés par certains. Les appels à candidature qui font la une ce matin de la nouvelle expression avec deux tribunes, celle d'Albert Zongan d'un côté qui n'est pas du tout tendre avec Marcel Niad Difendi et de l'autre côté celle de Saint-Éloi Bidoum. Et pour résumer tout cela, la nouvelle expression parle de l'hypocrisie des appels à candidature, des appels à la candidature de Paul Biya, Camille. Oui, vous savez que c'est la ritournelle à la mode maintenant. Aujourd'hui, depuis quelques mois, on assiste à des appels à candidature adressés à Paul Biya, des appels qui le supplient de revenir, de se présenter à l'élection présidentielle de 2018, alors que nous savons tous que Paul Biya, selon les statuts, est le candidat automatique. Le président du parti est le candidat automatique du RDPC. Alors, vous pensez comme le journal qu'on enfonce une porte ouverte? En fait, les militants du RDPC et tous ceux qui sont en train de supplier M. Paul Biya de se présenter enfoncent une porte ouverte. Du moins, ils enfoncent une porte qui n'existe même pas. Parce qu'il n'y a pas de porte, il n'y a aucun obstacle qui au sein du parti empêcher M. Paul Biya d'être présent, puisque de toutes les manières, vous savez très bien que la Constitution a été reprise en 2008, qui limitait les mandats et qui faisait du président de la République quelqu'un qui peut se présenter à vitam aeternam. Alors quand on constate toutes ces
toutes ces suppliques adressées au président de la République pour lui demander de se présenter. On a même vu, par exemple, à la une de la nouvelle expression, les Benskin, qui supplient M. Paul Biya d'être leur guide en 2018. On a l'impression, vu de l'extérieur, que c'est un peuple absolument transporté qui est en train de supplier son guide de se présenter. Et c'est pour cela que et Bidoum et Saint-Éloi Bidoum et Albert Zongang estiment que c'est de l'hypocrisie et une tromperie sur la marchandise. Tromperie sur la marchandise, Georges Sémé, quel crédit finalement accordé à ces appels à candidature, à ces appels à la candidature de Paul Biya au regard de ces deux sorties de ce matin dans les colonnes de la Nouvelle Expression? Oui, donc en fait, la Nouvelle Expression a choisi de parler d'hypocrisie des appels à candidature. C'est un choix éditorial, mais moi, j'aurais préféré peut-être qu'on parle de l'inutilité des appels à candidature, parce que bien évidemment, comme le doyen l'a souligné tout à l'heure, on est en train d'enfoncer une porte complètement entrouverte. D'abord les textes du RDPC qui disent que le président national du RDPC est le candidat naturel de ce parti à l'élection présidentielle. Donc ces appels à candidature sont complètement inutiles. Et maintenant, pour faire dans un plan l'autocensure sur le vote en lui-même, je crois que le président de la République dispose d'un éventail institutionnel, des ressources humaines, des moyens financiers et d'une occupation territoriale importante pour ne plus avoir besoin des appels à candidature. Et il possède même un peu parfois de l'accompagnement de certaines institutions que sont aidées comme le Conseil constitutionnel, et pour ne pas parler de ces facilités que lui offre le Code électoral du Cameroun. Donc ces appels à candidature sont très très malvenus et c'est complètement inutile. Et je pense que tout ce ramdam qui est fait à chaque fois autour de ces appels à candidature, pour moi, crée un certain malaise. Et l'hypocrisie, c'est un déni au sein du RDPC, de l'alternance, même au sein du RDPC, parce que toutes ces personnes qui appellent à la candidature de M. Biya savent que sur le plan de l'âge, il est déjà assez affaibli et il y a possibilité d'alternance au sein du RDPC, mais personne ne veut lever le petit doigt, si ce n'est des hommes courageux comme Saint-Éloi Bidoum, qui parfois s'est posé comme opposant à Paul Biya en ce qui concerne la candidature, mais la majorité est essentiellement hypocrite, effectivement, en déniant toute possibilité d'alternance, même au sein du RDPC. L'hypocrisie, selon le journal La Nouvelle Expression et selon ces différentes tribunes, serait que ces personnes qui font les appels à candidature n'y croient pas elles-mêmes d'une certaine façon, ou ces personnes se cachent derrière d'autres intérêts pour lancer ces appels à la candidature de Paul Biya, si l'on s'en tient à ces tribunes. Oui, j'ai évoqué un aspect, mais je crois que nos confrères de la Nouvelle Expression ont raison. Il s'agit tout simplement des caisses à résonance politique au sein du RDPC. Et dans les détails, tout à l'heure, nos confrères ont exposé ces clans qui existent au sein du RDPC. Et ces clans qui sont des clans conflictuels et qui tous aimeraient un jour voir que le président de la République ne soit plus là où il est, pour qu'eux, ils aient désormais les prébendes présidentielles. Donc je pense qu'il s'agit d'un autre côté, effectivement, d'une certaine hypocrisie, parce qu'ils n'y croient plus, tout simplement parce qu'on veut l'alternance au sein du RDPC. Mais personne ne prend le courage de lever le petit doigt, et on assiste à ces appels à candidature, alors même qu'on voudrait voir le président de la République sortir pour que ceux qui signent ces appels à candidature prennent position à la place du président. Les appels, c'est à qui mieux. Finalement, c'est aussi une logique de positionnement tel qu'on le voit. Saint-Éloi Bidoum qui parle des marafistes, des mébengoïstes, des mébaraïstes, entre autres, et fait savoir que seuls les Saint-Éloi bidouistes ne s'alignent pas derrière cette logique. Et donc, dans cette perspective, on perçoit clairement une logique clanique, des batailles internes qui ne servent pas finalement le chef de l'État, ou qui ne visent pas finalement l'intérêt ou le rayonnement de l'image de Paul Biya. Non, quand vous parlez de logique clanique, je dis non. Mais par contre, Saint-Éloi Bidoum, quand il parle d'hypocrisie, il parle avant tout des créatures. Parce que quand vous regardez que les personnes qui sont à la tête de ces méga meetings au cours desquels on demande à Paul Biya de se représenter, c'est généralement des directeurs de sociétés, des ministres, des PDG, des présidents de conseil d'administration, bref, des commis d'État, petits et grands, qui estiment que bon, c'est la meilleure façon de se faire voir devant Paul Biya et de les montrer leur loyauté. Et moi, je dis que c'est une logique qui va pousser nos enfants à nous poser des questions dans 15 ans.
ou dans 20 ans pour dire que, mais attendez, mais en 2018, là, vous aviez la tête pour demander à M. Paul Biya de se représenter, alors que vous auriez pu faire comme, par exemple, au Burkina Faso, où l'entourage même du capitaine Compaoré lui a dit non, ne te représente plus, ça ne vaut pas la peine. Alors vous pensiez quoi? Est-ce que vous aviez quelle logique? Or, quand moi je regarde la logique aujourd'hui des hauts commis de l'État et des hauts fonctionnaires que Saint-Éloi Bidoum qualifie, il n'en a pas l'exclusivité de créature, parce que c'est M. Famendongo lui-même qui s'est défini comme une créature. C'est pour ça que le terme est resté, et tous ces ministres ne sont rien d'autre que les créatures de M. Paul Biya. Mais quand on regarde, par exemple, ce jeune ministre, ce ministre nommé depuis 3 mois à peine, qui pour aller demander à Paul Biya de se représenter, aller dans son village, qui n'avait jamais organisé un meeting de toute sa longue carrière administrative pour demander à Paul Biya de se présenter. Mais cette fois, il va dans son village, il offre des cadeaux, des machettes, des brouettes, du matériel pour plusieurs dizaines de millions aux villageois, parce qu'il veut leur demander de se présenter. Mais on peut se demander où a-t-il pu tirer cet argent alors qu'il ne ministre que depuis 3 mois. Donc ces choses, pour des gens, des esprits froids, comme Saint-Éloi Bidoum, amènent les Camerounais à comprendre qu'en fait, ces appels à candidature sont-ils même productifs? De l'autre côté, Albert Zongan, qui n'a pas sa langue dans sa poche, un ex du RDPC, mais qui n'a vraiment pas, qui a la dent dure contre les pratiques du RDPC, lui, il s'est insurgé, lui, complètement contre les chefs de l'Ouest, les chefs traditionnels de l'Ouest, qui se sont livrés à une véritable danse de scalp à Banganté, où ils se sont même ridiculisés, où on a même vu un chef traditionnel venir danser et d'autres chefs lui mettre le faroter en l'inondant de biais. C'est-à-dire qu'il a trouvé cela non seulement absolument scandaleux, mais à l'encontre même de la dignité de la tradition. Alors lui, Albert Zongan, qui stigmatise justement cet embrigadement des chefs traditionnels aujourd'hui, et d'ailleurs qui se multiplient à travers tout le Cameroun, parce que quand vous voyez les chefs traditionnels demander au nom de leur communauté à Paul Biya de se représenter, sans avoir au préalable consulté leur communauté. Ils n'ont jamais consulté leur village, leur communauté, mais ça fait beau que tous les Banganté demandent, tout le Ndé demande, tout l'Ouest, toute la région de l'Ouest demande, mais est-ce que c'est l'expression du sentiment de leur population, de leur sujet? Je pose la question, est-ce que c'est sincère? Est-ce que ces demandes sont sincères? Parce que la personne qui peut le plus se poser ce genre de questions aujourd'hui, moi je pense à tous ces hauts commis d'État qui sont en prison aujourd'hui, qui a 5, 6, 7, 8, 9 ans. Demandez aussi au président de la République de se représenter. Allez leur demander si eux, ils peuvent conseiller au président de la République de se représenter. Et justement, dans cette tribune d'Albert Zongan cette fois-ci, il est péremptoire et semble accuser le président du Sénat, Marcel Niab Difendi et compagnie, d'avoir quelque peu embrigardé ou tué même ces chefferies traditionnelles. Bien, nos confrères de la Nouvelle Expression ont sorti le mot hypocrisie. On peut parler également du ridicule parfois dans ces appels à candidature, parce que on l'a vu, vous vous souvenez de l'épisode de cette motion, de cet appel à candidature qui venait du Sud, où on a clairement laissé apparaître le nom d'un conseiller constitutionnel. Du vice-président du Conseil constitutionnel. Après, il y a eu un contre-communiqué qui venait signé de pas de lui. Famdongo qui disait qu'il s'agissait juste d'une coquille et il fallait lire Marie quelque chose. Donc je crois que on a touché le fond du ridicule, mais il y a également l'autre ridicule qui concerne certaines autorités qui sont censées être au-dessus de la mêlée, comme les préfets et les sous-préfets, mais malheureusement qu'on voit en train d'appeler à la candidature du président de la République, et le doyen mentionnait tout à l'heure les chefs traditionnels qui ne sont plus dans leur rôle, qui appellent néanmoins à la candidature du président de la République en perdant toute légitimité traditionnelle et en perdant toute autorité spirituelle face aux politiques. Donc je pense que les sorties de M. Saint-Éloi Bidoum et de Zongan sont légitimes, mais on peut aller au-delà de l'hypocrisie en disant que ce sont des démarches inutiles et ridicules tout à fait. Ridicule. Allez, parlons d'autre chose et parlons ce matin aussi de cette une du journal Le Messager qui, comme d'autres journaux, s'intéresse à ces fonctionnaires qui, pour percevoir leur salaire du mois de juin,
devront donc présenter ce récépissé de comptage. Alors, on dit dans la plupart des colonnes de ces journaux que Louis-Paul Motazé est tout simplement passé à la vitesse supérieure, ce qui traduit du sérieux qu'il voudrait apporter à cette opération, Camille. Non, je pense plutôt que Louis-Paul Motazé va jusqu'au bout de sa logique, va jusqu'au bout de sa tactique, va jusqu'au bout de son opération, parce que vous savez très bien que depuis plusieurs années, il y a eu moult opérations de tentatives d'assainissement et de contrôle du fichier solde. Il y a eu de grandes annonces, il y a eu de grandes opérations, il y a même eu des opérations avec des fichiers informatisés. À un moment donné, on en parle, ça s'essouffle et on n'en parle plus. Or, Louis-Paul Motazé a donné un délai de 2 mois, je crois, pour que ça se réalise. Et maintenant, 3 mois. Au terme de ce délai, et effectivement, 3 mois au terme de ce délai, il estime que, bon, mais à partir de maintenant, tous ceux qui n'ont pas encore été fichés, tous ceux qui n'ont pas encore été comptés, eh ben, n'auront pas de salaire. Alors moi je pense que c'est une accélération et c'est la preuve que Louis-Paul Motazé va jusqu'au bout. Mais il veut aller jusqu'au bout du bout. Et moi je pense que c'est une opération louable qui va sérieusement assainir ce fichier solde qui, vous le savez très bien, c'est un véritable scandale au Cameroun depuis 35 ans. Certains se seraient attendus que, voilà, à cette phase de cette opération de comptage physique du personnel, de l'État, des fonctionnaires, que des chiffres soient avancés. Mais bon, on passe pratiquement là, déjà à la phase répressive, sans que rien ne soit dit sur les chiffres, combien de fonctionnaires fictifs ont été débusqués à ce jour. Rien n'est dit. On devra encore attendre pour les rapports. Non, je crois que certains chiffres ont été rendus publics par le directeur du budget, M. Cyril Ado-Hello. Au 24 mai, il nous disait que on était déjà à 122 375 personnes qui se sont déjà fait compter, mais il y avait un gap de 188 625 parce que la cible était 310 000 fonctionnaires à cibler. 188 000 au 24 mai n'était pas encore fait compter, donc c'était un taux de 40%. Il avait même donné un chiffre approximatif de faussaires débusqués. Voilà, donc ça c'est un chiffre qui date de décembre 2017 où on nous disait qu'il y avait 14 000 fonctionnaires qui émargeaient de façon injuste au trésor public. Mais je pense que ce chiffre sera revu très à la hausse parce qu'on observe qu'avec le comptage physique, il y a au 24 mai, c'était à 188 000 fonctionnaires qu'il fallait encore se faire compter. Certainement, les chiffres ont évolué jusqu'aujourd'hui puisque l'opération tire à sa fin. On serait c'est le dernier jour. 60, peut-être déjà à 60%, mais je pense que entre 14 000 fonctionnaires de 2017, fictifs en 2017, et le nombre qui manque à l'appel 188 000, ce nombre de fonctionnaires fictifs va augmenter. Et vous savez que ça relève d'une instruction du chef d'État, de sa circulaire du 20 juin 2017, qui disait qu'il fallait effectivement voir clair dans cette masse salariale qui était annuelle au moins à 1000 milliards de francs CFA sur 350 000 fonctionnaires. Donc c'était extrêmement lourd et les banques ont mis la pression afin qu'on assainisse les fichiers sols et on se rend bien évidemment compte qu'il y a des milliers et des milliers de fonctionnaires qui émargent impunément dans le trésor public. Autre constat fait par les journaux ce matin, c'est que dans les régions, les fonctionnaires se sont, avec un peu plus de célérité, prêtés à cet exercice de comptage physique, mais dans les grandes métropoles, ça traîne un tout petit peu les pieds. Ça peut se comprendre, Camille? C'est difficilement compréhensible, puisque c'est dans les grandes métropoles que c'est beaucoup plus, il est beaucoup plus facile de tromper l'administration et de maintenir le flou. Mais par contre, dans les métropoles, dans les villes périphériques, et d'ailleurs c'est là où c'est l'un des plus grands viviers de cette tromperie, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en ville, qui est en poste à Yaoundé, mais dont le nom apparaît à Kousseri ou à Moulvoudaï. Bon, personne n'ira contre la Moulvoudaï, mais seulement avec le responsable de son unité à Moulvoudaï, il sait très bien que dès que ça tombe là-bas, il a sa part, sa part. Donc, il margeait à Yaoundé, il travaillait à Yaoundé, mais à Moulvoudaï aussi, il était payé. Donc, c'était beaucoup plus facile de débusquer justement ces niches de fraude dans les villes périphériques. Bon, maintenant, si on réalise que dans ces villes-là, dans ces périphéries-là, ça a été beaucoup plus facile, mais maintenant, on n'a qu'à se retourner maintenant dans les villes pour voir tous les fraudeurs qui sont nichés, qui sont bien planqués à l'intérieur des grandes métropoles. On devrait donc s'attendre, pour le compte de cette dernière journée, à avoir des affluences et des bousculades énormes pour ce dernier jour de la deuxième phase. Et vous savez que les Camerounais, généralement, aiment la dernière minute.
minutes. Et avec cette opération, il y aura toujours ces dernières minutes de Douala et de Yaoundé, voilà, tel que nous rapportent les journaux. Mais je pense que ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes si, à la dernière minute, ils viennent demander qu'ils se fassent compter. Parce qu'ils n'ont aucune excuse. Tous les postes comptables ont été ouverts auprès des établissements de crédit, auprès des banques, des microfinances même, et d'autres postes comptables qui ont été créés à cet effet. Donc ceux des villes n'ont aucune excuse. On peut comprendre facilement les dysfonctionnements qu'on observe en région reculée parce que les conditions structurelles là-bas ne sont pas tout à fait faciles et on aurait même souhaité que pour cela il y ait une certaine dérogation. Mais malheureusement, le ministre des Finances a mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Savoir justement que c'est là-bas qu'il y a plus de célérité. Voilà, mais il y a un autre aspect qu'on a oublié, parce que vous savez qu'avec cette nouvelle opération, il y a eu 2 modules qui ont été insérés, dont celui du contrôle aux frontières, parce qu'il y a effectivement des fonctionnaires fictifs qui résident hors du territoire camerounais et qui trouvent toujours des panacées ou alors des astuces à percevoir leur argent. Avec cette opération, il y en a qui sont revenus se faire compter physiquement et repartir. Mais malheureusement, mal leur en a pris, ils ont été tout simplement maintenus au niveau des frontières. Donc je pense que c'est un tout. Pourquoi ne pas, avec ces dysfonctionnements, proroger la période de comptage afin que tout le monde soit effectivement compté. Peut-être une autre phase sera lancée, puisqu'on parle là de la deuxième. Mais je pense qu'elle sera prorogée parce que si à la journée d'aujourd'hui les opérations ne sont pas terminées, vous savez très bien que l'une aussi des conditions exigées par cette opération, c'est d'obtenir l'aval du chef utilisateur. C'est-à-dire que vous êtes en poste à la police judiciaire de Douala, il faut que le chef de la police judiciaire de Douala atteste effectivement que vous êtes dedans. Donc moi je pense qu'il y a aussi toutes ces choses qui font que ça n'a peut-être pas pu se boucler jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais il faut croire, et bon, je pense que ça c'est dans la logique de M. Moutazi qui a toujours fait preuve de pragmatisme, qu'il va trouver une deuxième façon de pouvoir rallonger les choses, mais en attendant, à la fin du mois de juin, ceux qui ne seront pas pliés à la condition, tant pis pour eux, ils feront le deuil de leur salaire et ça les poussera à faire un peu plus vite. Allez, le journal Mutation nous plonge ce matin dans les arcanes juridiques avec cette affaire de la succession des Mouna et Amatoutou Mouna qui obtient l'ouverture de la succession. Le journal Mutation nous parle des dessous du verdict controversé du tribunal de première instance de Bonanjo. Écoutez, verdict controversé, je ne sais pas pourquoi nos confrères de Mutation ont choisi de dire que c'était un verdict controversé, mais je pense que on peut encore faire confiance à la justice de notre pays qui pense que même si ils ont en face 2 clients, 2 fortes têtes politiques, on peut quand même dire le droit. Et c'est le cas avec le tribunal de première instance de Bonanjo qui a pris fait et cause juridiquement pour Amatoutou Mouna en lui concédant l'ouverture de la succession. Donc je pense que personnellement je fais confiance à la justice, mais seulement il y a quand même quelques interrogations qui fusent. Pourquoi cette histoire éclate maintenant? Pourquoi elle n'a pas éclaté avant que M. Akéry Mouna ne soit présenté ou alors n'ait eu la volonté de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle, parce que c'est quand même une affaire qui existe depuis longtemps, dont on a connaissance depuis longtemps, mais elle n'éclate au grand jour ou alors sur la place publique que maintenant. L'autre question c'est, est-ce que sous cette bataille juridique, il y a des conflits politiques pour dénigrer la personnalité de M. Amatoutou Mouna? Donc ce sont des questions qui méritent d'être explorées, de M. Akéry Mouna, voilà, excusez-moi. Ce sont des questions qui méritent d'être explorées, mais je dis qu'on fait confiance à notre justice qui a peut-être les éléments juridiques pour faire pencher la décision en faveur de Mme Amatoutou Mouna. Alors, si Amatoutou Mouna obtient l'ouverture de cette succession, c'est une avancée dans l'affaire, perceptible selon vous comme un échec déjà pour Akéry Mouna? Pourquoi un échec et pourquoi que ce doit être dirigé contre Akéry Mouna? Nous voyons pour la première fois devant la barre deux ex candidat à l'élection présidentielle. 1, Bernard Mouna qui était candidat. 2, Akéry Mouna qui est candidat aujourd'hui. Et une ministre de la République. Attendez. Qui est du RDPC? Non, le RDPC, c'est une autre histoire. Elle est du RDPC. Monsieur Akéry Mouna est de son parti. Monsieur Ben Mouna est de son autre parti. C'est pas une question de parti, c'est une question d'abord d'une famille prestigieuse qui a 2 prétendants à la présidence de la République, une ministre. C'est pas commun. On voit pas ça tous les jours. Mais moi, je ne vois pas pourquoi les gens sont en train de penser que cette affaire puisse soulever une controverse, parce que c'est une affaire de succession. Mais en matière de succession, vous le savez très bien. Et d'ailleurs, les 2 frères, maîtres, aussi bien
Maître Akere Mouna et Maître Bernard Mouna, ce sont deux grands professionnels et praticiens du droit. Ils savent très bien qu'en matière de succession, nul n'est obligé de rester dans l'indivision. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une succession à la mort du père Mouna. Il y a eu effectivement un conseil de famille qui avait fait de M. Daniel Mouna, donc le docteur, l'administrateur des biens. Bon, maintenant, si aujourd'hui, Mme Amatou Mouna estime qu'elle a été lésée depuis que M. Daniel Mouna est mort et que les choses sont passées entre les mains de Maître Akere Mouna, elle estime qu'elle ne peut plus rester dans cette succession. Elle a tout à fait absolument le droit. Personne ne peut l'obliger. Le droit même lui donne le droit de sortir de l'indivision. Maintenant, si elle veut voir clair dans la gestion justement des affaires de la succession depuis que M. Akere Mouna est là, c'est tout à fait son droit. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens devraient s'émouvoir outre mesure en estimant ce n'est qu'une simple affaire de succession, comme il y en a en Dokoti, à Bipanda ou à Moulvoudaï. Mais toujours est-il que cette fois-ci, c'est trois gros calibres de la République, trois héritiers de la République, parce que leur père a été Premier ministre, donc ils sont là pour des histoires de famille, et une histoire où Mme Amatou Mouna est absolument dans son droit. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. C'est vous qui dites faire confiance. Donc vous ne percevez aucun relent politique, en tout cas, ou alors aucune interrogation allant dans ce sens, comme je disais tout à l'heure, Georges. Pourquoi porter des verbes, des lunettes déformantes pour voir là-dedans une atteinte à la personnalité ou à la candidature de M. Akere Mouna? Mme Amatou Mouna a le droit de demander, des comptes sur la gestion de la succession, de sortir le timing. De l'indivision. Elle a le droit. Elle a son droit le plus absolu. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on le demande. Non, le timing, c'est peut-être parce que la situation a pourri et arrivé à un moment où Mme Amatou Mouna a dit que bon, maintenant, ça c'est bon, maintenant je saisis le tribunal. On ne peut pas voir derrière le timing une intention de nuire à M. Akere Mouna. Et qui, soit de temps passant, est en train de faire un travail de sape sur le plan politique. Il a engagé des consultants de poids pour conduire sa communication et tout. Donc moi, je dis que je ne vois pas mal, je ne vois pas pourquoi cette affaire devrait mettre des bâtons dans les roues de M. Akere Mouna sur la route de la conquête et tout. Voilà, donc vous ne comprenez donc pas cette petite une parlant de décision controversée du tribunal de première instance de Bounandjor. Alors, on va certainement sortir de cette revue avec l'ouverture de la session parlementaire. Les dessous de cette ouverture, reprise quelque peu, repris par la plupart des journaux. Pas de crise anglophone. Voilà, on s'attendait peut-être à un blocus du Social Democratic Front, ce qui n'a pas été le cas. On a aussi vu un journal qui annonçait la tenue du National Executive Committee du Social Democratic Front le 9, donc ce week-end, côté de Yaoundé, des prescriptions, des recommandations pourraient être données aux parlementaires allant dans ce sens. Mais ce qu'on retient globalement, c'est que, une fois encore, la session s'est ouverte sans avoir à l'ordre du jour la question anglophone. Écoutez, je crois que les deux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont fait allusion effectivement à la crise anglophone, mais surtout en appelant à la paix, au retour à la paix dans cette région. Je pense que c'est le moindre discours auquel on aurait pu s'attendre. Donc ils ont soigneusement évité de rentrer même dans le fond de la crise. Bien évidemment, ce n'est pas leur rôle, mais ils auraient quand même pu évoquer certains aspects qui tiennent à cœur les populations du Cameroun et même la communauté internationale. Mais ils ont choisi de faire un discours du déjà entendu, mais ils sont tout à fait dans leur rôle de représentants du RDPC. On va s'en tenir à cela. Mais avec cette nouvelle session qui s'ouvre, je pense qu'il y a les députés qui attendent, qui sont en fin de mandat, qui attendent toujours d'être soit prorogés ou alors soit de fonctionner dans l'illégalité hors mandat, et des sénateurs qui, eux, sont investis de leur mission. Est-ce que ça va provoquer une paralysie du fonctionnement de la Chambre? On attend de voir. Est-ce qu'on va proroger leur mandat? On attend de voir également, mais je crois que lorsque vous parlez de la crise anglophone, c'était tout à fait de leur droit de se prononcer d'une façon très, très partielle sur surtout après le rapport de la commission Moussongué. Alors, le journal Le Soir, lui, il est péremptoire sur les déclarations de Kavaye Guédibril, Le Soir, qui fait savoir que, selon le président de l'Assemblée nationale, toutes les élections se tiendront à échéance en cette année. Alors, vous savez, M. Kavaye Guédibril est là parce que, par la volonté du chef de l'État. Le chef de l'État n'a encore rien dit sur les élections. Bon, il court le risque d'être détrompé parce que le président de la République a la prérogative
de proroger le mandat. Et rien n'indique qu'effectivement... ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Parce que une chose est certaine, l'élection présidentielle, elle va être tenue à date. Parce que M. Paul Biya ne s'est jamais amusé avec la date de l'élection présidentielle. Maintenant, l'élection législative et municipale, il a le pouvoir, il a la prérogative de le faire. Donc, quand il affirme de manière aussi péremptoire, moi j'ai l'impression qu'il court le risque de ce mandat-là, et puis il pourra dire que non, le président de la République n'avait pas encore décidé. Sur la question anglophone, non, mais moi je pense que nous n'en sommes qu'au premier jour. Dans le discours, il a légèrement évoqué, mais rien n'empêche que pendant les travaux, qu'il n'organise une session spéciale sur cela. Moi je pense qu'on va un peu trop vite en besoin. Nous n'en sommes qu'aujourd'hui, au deuxième jour de la session. Ben, laissons voir. Allez, laissons voir. Merci, messieurs. Bon vendredi, Georges Semet. Bon vendredi, Camille. Il paraît que c'est des vendredis qui ont une appellation particulière. Sur ce plateau, je suis novice. Des vendredis soif. Ah, d'accord. Appellation contrôlée et droit d'auteur. Je m'approprie l'expression. Allez, merci à vous qui nous avez regardés, chers téléspectateurs. Bon week-end à tous et à chacun. Et surtout, rendez-vous lundi prochain pour notre numéro. Très belle suite des programmes sur Equinox Télévision.